Bien, cher Jean-Marc, puisque maintenant nous pouvons en tout cas aborder ce sujet dédié à une crise et nous venons d'en vivre une, alors sans commune mesure, sans commune mesure bien sûr avec celle sanitaire et importante qui a touché naturellement notre pays, l'Europe et le monde, mais en tout cas, voilà, c'est tout l'intérêt du direct et donc nous essaierons d'ailleurs de répondre tout à l'heure à toutes vos questions en direct. Donc nous aborderons, comme nous l'avions dit tout à l'heure, les enjeux du secteur de la santé, revenons sur la crise, Jean-Marc nous détaillera les sujets juridiques et puis nous essaierons bien sûr de tirer un certain nombre d'enseignements, de perspectives pour mieux se préparer à ces enjeux naturellement de crise sanitaire et plus globalement mieux en tout cas appréhender les transformations de l'achat hospitalier. Alors, dans un premier temps, nous allons revenir sur les mutations profondes que connaît le secteur de la santé. Alors, la crise n'a fait qu'exacerber ces mutations profondes. Alors, le secteur de la santé en pleine mutation, de la propriété à l'usage, c'est important. Nous voyons se développer dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, un passage de la propriété à l'usage, à l'investissement. Nous y reviendrons. Des enjeux aussi en termes naturellement de rapprochement public et privé. Cette crise a montré ô combien le sujet n'était pas un sujet lié à un établissement ou un hôpital, mais bien à un territoire. Et donc, nous reviendrons sur les mutations nécessaires en termes de santé en rapprochant le public et le privé. Alors, au travers de ces enjeux, naturellement, les centrales d'achat, et dont l'UGAP, et vous savez que j'ai occupé pendant un certain nombre d'années des fonctions à l'UGAP, mais aussi les autres opérateurs nationaux d'ailleurs, ont été en première ligne lors de cette crise et ont assuré, il faut le reconnaître, un travail de très grande qualité pour au mieux accompagner les établissements de santé lors de cette crise. Toutefois, cette crise a démontré la nécessité aujourd'hui de recentrer l'hôpital sur sa fonction de soins, de repenser les organisations, de passer de l'investissement à l'usage, de repenser le parcours digital du patient. Et aujourd'hui, il est vrai que des acteurs, et notamment Verso Healthcare, que j'ai rejoint récemment, sont en mesure, ou probablement en mesure, tant en France qu'en Europe, d'opérer ou de proposer des réponses intéressantes par rapport à ces enjeux, notamment au regard de l'expertise importante de ce groupe par l'ensemble de ses filiales, IMP 360, 123CS, Medgest ou encore Value Medical, en conséquence de quoi, aujourd'hui, les achats en santé, la santé doit être probablement approchée davantage en parcours et non plus en achats distincts. Nous essaierons de détailler ces points tout à l'heure. Alors, point important, retour sur le contexte du secteur de la santé avant la crise. Alors, naturellement, il est toujours très difficile de gérer une telle crise lorsque l'on connaît notre secteur de la santé qui a nécessairement un certain nombre d'atouts et ô combien les personnels soignants et médicaux nous l'ont témoigné. Néanmoins, un certain nombre de problématiques existaient déjà avant la crise et ont pu d'ailleurs probablement accroître l'effet de cette crise en France. Alors, une organisation des soins encore en pleine mutation, même si les GHT ont maintenant une existence un peu plus ancienne, il y a encore beaucoup de travail à faire dans la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. La collaboration secteur public, secteur privé, tant voulue, reste encore difficile, même si de nombreuses expériences témoignent aujourd'hui de réels avantages, de réels atouts en la matière. Autre point important, naturellement, le secteur médico-social, que l'on a parfois découvert au travers de cette crise et qui est un secteur en pleine mutation et qui passe de l'hébergement aux soins avec de la digitalisation, des enjeux de données, des enjeux de prise en charge. Et il faudra désormais aussi penser secteur médico-social lorsque l'on parle de secteur de la santé. Le retard pris par la France en matière de télémédecine, alors on va dire que cette crise a fait faire un bond à la France en matière de télémédecine, notamment d'un point de vue réglementaire, puisque vous le savez, de nombreux textes ont permis d'accélérer le déploiement de la télémédecine en France. Et puis encore des systèmes d'information en santé hospitalier perfectibles, parce que souvent encore trop liés aux établissements et insuffisamment approchés d'un point de vue local, régional, voire national. L'achat public, sujet cher à Jean-Marc et à moi, un achat public encore éclaté, malgré la montée en puissance des centrales d'achat, qui a naturellement rendu plus difficile
la prise en charge de cette crise, 135 000 acheteurs publics, des retards persistants en matière de télétravail et naturellement de dématérialisation qui ont pu, dans un certain nombre d'organisations de santé, créer naturellement des difficultés dans les procédures de marché public, on y reviendra, tant dans le lancement que dans la passation ou encore dans l'exécution des contrats publics. Alors des fondamentaux, heureusement, et on ne peut pas être que négatif, puisque la France quand même a traversé cette crise avec beaucoup d'atouts, un engagement sans faille des personnels de soins, il faut le rappeler, mais aussi des personnels techniques et administratifs dans les hôpitaux, qui se sont fortement impliqués, un système de santé efficient et professionnel, un haut niveau d'expertise, tant civil que militaire, rappelons-nous le déploiement de l'hôpital militaire dans l'Est, une mobilisation forte de l'État et des pouvoirs publics, et la DAJ, peut-être Jean-Marc y reviendra, la direction des affaires juridiques de Bercy a quand même, j'allais dire, pris un certain nombre d'initiatives et de décisions qui ont aidé probablement les acheteurs publics. Et puis, la chance que l'on avait d'être dans un droit de la commande publique récent et stabilisé, lié au nouveau code de la commande publique. Mais nous y reviendrons, le droit ne peut pas, dans une telle crise, répondre ou résoudre tous les problèmes de l'achat hospitalier. Alors, une crise sanitaire unique, alors je l'ai vécue personnellement, naturellement, au sein de la centrale d'achat qu'est l'UGAP. Alors, c'est vrai que cette crise, probablement, est unique dans l'histoire moderne. C'est la première fois qu'une crise touche quasiment tous les pays en même temps. Ça, c'est important. Donc, il y a eu un impact sur les volumes, les besoins en équipements médicaux, équipements de protection individuelle. Et donc, les prix ont quand même été fortement perturbés. On y reviendra, Jean-Marc, parce que le prix est un élément fort d'un contrat public. Naturellement, certains contrats ont vu les prix augmenter. Faut-il encore à un moment revenir à la normale? Ça sera l'enjeu dans des prochains jours ou des prochaines semaines. Une demande qui a dépassé le cadre hospitalier. Les collectivités, les EHPAD, mais également les acteurs privés ont été, j'allais dire, ont fortement sollicité les fournisseurs d'équipements médicaux et d'équipements de protection individuelle. Alors, un problème inhérent de dépendance économique. Alors, ça sera l'occasion d'ailleurs d'évoquer, et nous y reviendrons tout à l'heure, le webinaire organisé par la PASP le 17 septembre sur le retour en force du Made in France dans l'achat public, puisque naturellement, plus vous êtes proche du producteur, plus vous avez de chances de vous approvisionner au meilleur prix. Ça paraît évident, mais clairement, cette crise démontre un vrai problème de fond, j'allais dire de souveraineté nationale, tant en termes d'approvisionnement et industriel, qu'en termes aussi d'ailleurs de prestations de services ou de gestion des données. Hein, on pense souvent, j'allais dire, aux problématiques d'approvisionnement en masques, mais naturellement, le sujet des prestataires de services, le sujet de l'hébergement de données de santé, ou encore le sujet de la cybersécurité ou de la sécurité des systèmes d'information doit aussi être approché, j'allais dire, d'un point de vue prestataire français ou européen. Ensuite, le droit européen de la commande publique était adapté, ça c'est clair, mais ce que je disais tout à l'heure, le droit ne peut rien lorsque vous avez à un moment un marché qui se déstabilise, des fournisseurs qui deviennent plus rares, des volumes qui sont importants et des prix qui jouent au yo-yo pendant plusieurs semaines. Toutefois, le droit a quand même essayé de répondre au mieux, le droit de la commande publique, à cette crise. Et donc, je pense que Jean-Marc va maintenant nous détailler les réponses juridiques apportées au cours de cette crise. Alors, merci Sébastien, tout d'abord. Très heureux d'être avec toi à nouveau. Ce sont des thèmes qu'on a déjà abordés ici, notamment avec Guillaume Delalloy, qui a été le rédacteur de pas mal de textes dans ce domaine. Rappelons quelques chiffres qui sont intéressants. Au 17 juin, depuis le mois de mars, ce sont 62 ordonnances qui ont été adoptées par le gouvernement pour lutter contre le Covid dans tous les domaines possibles. Et dans le droit de la commande publique, il y en a eu 4. Il y en a eu 4 en mars, en avril, en mai, et une toute dernière le 17 juin. Vous avez dû lire, j'imagine, si vous la lisez de manière régulière, la revue de presse de la PASP qui en parle un petit peu. Donc, tout ça, ça a été pris dans le cadre évidemment de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid de mars dernier. Donc, diverses lois qui ont suivi, diverses ordonnances, je vous l'ai dit. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de ces ordonnances, vous les connaissez. Un petit mot peut-être sur la toute dernière du 17 juin, qui est venue encore assouplir certaines règles et contraintes qui pesaient sur les entreprises et plus particulièrement les PME. 3 mesures ont été adoptées, je vous le rappelle. La première, le quota des 10% de PME
10% à minimum de PME dans le cadre de l'exécution d'un contrat. C'était le cas dans les marchés de partenariat, ça a été étendu à tous les contrats globaux, et notamment aux marchés globaux de performance ou aux marchés de conception et réalisation. Donc, dans ces marchés, il y aura dorénavant, pendant une durée d'une année, d'un peu plus d'une année, il y aura un minimum de 10% de PME. Deux autres mesures pour les entreprises en difficulté. Première mesure, les entreprises en redressement judiciaire qui bénéficient d'un plan de redressement ne peuvent plus être exclues d'une procédure de passation, donc on doit accepter leur candidature. Ça ne veut pas dire vraiment qu'elles vont gagner derrière, mais en tout cas, on doit les accepter. Et puis, les acheteurs ne devront pas tenir compte d'une baisse éventuelle du chiffre d'affaires d'un candidat, dû au Covid, bien évidemment, lorsqu'il présentera donc son offre dans le cadre d'un marché ou d'une concession. Donc, le gouvernement a essayé effectivement d'aider les PME, les entreprises qui sont en difficulté passagère, en tout cas. Me semble-t-il, un des points délicats, c'est de savoir si ces difficultés sont vraiment dues à la crise sanitaire ou à d'autres raisons plus propres à l'organisation même de l'entreprise ou à sa place sur le marché. Mais voilà, en quelques mots, le contenu de cette ordonnance du 7 juin, qui vient compléter un peu le tableau, puisqu'il y en a eu 4, je vous le rappelle, le tableau de ces ordonnances en matière de commande publique. Un petit rappel, la plupart des souplesses mises en place dès le mois de mars par le gouvernement en matière de passation et d'exécution de contrat, le fait que les pénalités de retard ne soient pas applicables, le fait qu'on puisse prolonger les délais et de passation et d'exécution de certains contrats, notamment l'augmentation également du seuil des avances. La plupart de ces mesures se termineront au 23 juillet prochain, les avances en septembre. C'est-à-dire qu'elles ne concerneront plus les contrats souscrits après, lancés après le 23 juillet prochain. C'était juste un petit élément de temporalité qui me paraissait important. Évidemment, ce sont des mesures exceptionnelles qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. Et donc, évidemment, dans ce contexte, les acheteurs, notamment dans le domaine de la santé, doivent faire face à de nombreuses incertitudes. Notamment, comment définir l'urgence simple qui permet de raccourcir les délais et l'urgence impérieuse qui, elle, permet carrément de passer des marchés sans mise en concurrence, c'est plus exceptionnel. Comment qualifier les cas de force majeure, la théorie de l'imprévision qui suppose, je vous le rappelle quand même, un réel bouleversement de l'économie d'un contrat. Je vais vous donner un exemple qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Un contrat de longue durée, mettons 10 ans, une concession de 10 ans ou un gros marché de travaux et d'entretien de 10 ans, est-ce qu'on peut juger qu'il est fortement impacté par 3 mois de crise, 3 mois de crise sanitaire et donc économique, que valent 3 mois de crise forte peut-être, mais sur 10 ans de contrat, c'est très difficile de déterminer là la présence d'une imprévision. Donc, beaucoup de discussions entre acheteurs et titulaires de ces contrats. Sans doute que ça vous est arrivé, ça vous arrive à vous, acheteurs dans le secteur de la santé, mais là, c'est un point sensible qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Évidemment, les causes légitimes, ce qui veut dire qu'il faut bien les travailler quand on rédige les contrats, c'est-à-dire toutes ces causes qui permettent d'expliquer des retards, qui permettent d'expliquer des suspensions provisoires d'exécution. Je pense que des réflexions auront lieu dans le futur contrat sur le volet sanitaire et leur traduction dans de telles causes légitimes. Jean-Marc, j'avais une question, j'en profite, puisque même si nous ne le souhaitons pas, nous ne sommes nullement à l'abri d'un retour d'une période de crise sous une forme ou une autre. Est-ce que cela veut dire que finalement, passé cette période où le droit, j'allais dire, a permis de faire de l'urgence impérieuse, si dans quelques semaines ou dans quelques mois, alors nous ne l'espérons pas, j'allais dire, une telle crise venait à avoir des rebonds, est-ce que d'un point de vue juridique, les acheteurs publics pourraient légitimement réinvoquer dans 6 mois, dans 8 mois, dans un an, la notion d'urgence impérieuse? Ça, c'est une question que voilà, je me pose en tant que voilà, expert de l'achat public. Si on se retrouve dans les mêmes conditions que les semaines passées, avec autant de difficultés, avec j'espère que non, des problématiques de confinement, de fermeture, et de services publics et d'entreprises, je pense que les conditions et dans certains cas de l'urgence impérieuse, de la force majeure, de l'imprévision se reposeront et pourront se remettre à réaliser. Comme tu l'as dit, on espère que ça se fera pas, mais on commence sans doute dans ce cas-là, dans les mêmes problématiques. Avec les mêmes débats. C'est très difficile de déterminer par avance la présence de ces éléments d'imprévision de force majeure, c'est vraiment du cas par cas.
Alors, quels enjeux, à nouveau, en termes de risque et de contentieux? Donc, ça veut dire bien sûr qu'il y aura beaucoup de discussions, de négociations, de pré-contentieux, sans doute de contentieux. On l'espère, puisque c'est une modalité qui a tendance à avoir le vent en poupe, c'est très bien des règlements amiables des litiges, de la médiation, de la transaction. Et au-delà de ce que l'on a vu tout à l'heure sur l'urgence, l'imprévision et autres, les acheteurs doivent faire face à des situations complexes et difficiles. Le déroulement des chantiers au-delà de tout type de prestations, de fournitures, de services, dans le respect des règles sanitaires. Ça, c'est par exemple les problématiques d'entretien de locaux dans les hôpitaux, les établissements de santé, ça va être assez complexe, évidemment. Quelles répercussions sur les coûts, sur le délai, sur la qualité? On parlait de coûts tout à l'heure, mais il y a une vraie sujet de coût, bien sûr, de qualité. Les risques de défaillance des entreprises qui vont mécaniquement s'accroître et fragiliser de nombreuses exécutions de contrats. Moi, je connais sans les citer, des territoires, par exemple, où le ramassage d'ordures ménagères pose de gros problèmes parce que les entreprises sont en totale défaillance et donc se rajoute un volet sanitaire supplémentaire. La fin, on l'a vu tout à l'heure, des assouplissements, des exceptions, puisque ça va se terminer pour la plupart en juillet. Que fait-on par la suite lorsqu'on a pris un peu, pas des aises, mais un peu d'habitude sur la prolongation des délais, sur le fait d'être assez souple sur les pénalités de retard? Est-ce qu'on va repartir plein pot après le 23 juillet pour les contrats lancés après le 23 juillet? Ce sont des facteurs à prendre en compte également. La multiplication des avenants, il est évident que les modifications des contrats en cours d'exécution, il y en a beaucoup plus qu'avant. Toujours évidemment dans le respect des règles du code, même dans cette période particulière, un avenant, par exemple, de prolongation ou d'augmentation des prix ne peut venir bouleverser, ne peut venir substantiellement modifier le contrat d'origine. Et là aussi, on a des questions de frontières et peut-être de précontentieux et de contentieux qui apparaîtront. L'augmentation, là aussi mécanique et inévitable, des résiliations anticipées de marché de concession, pour motif d'intérêt général ou pour faute, et donc tous les recours indemnitaires qui vont en découler. Je parlais des ordures ménagères tout à l'heure. On fait face en ce moment, je vous l'ai dit, à des défaillances et donc à des résiliations anticipées de contrat, donc à des grandes problématiques de qu'est-ce qu'on doit aux titulaires, problématiques indemnitaires. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en contentieux, le juge, depuis quelques années, a le droit non seulement d'accorder des indemnités à celui qui a été résilié, mais il peut ordonner la reprise des relations contractuelles. Donc là aussi, on aura des cas de figure, je pense, de ce type qui vont se rencontrer. Et évidemment, on en parle toujours, et on en parle beaucoup en ce moment, la fameuse gestion des délais de paiement. Principal levier de soutien des PME, TPE, c'est le cas dans le domaine de la santé, évidemment. Comment, en cette période de difficultés, non seulement financières, mais d'organisation, on sait que le travail n'a pas partout repris de manière habituelle, parce que ce n'est pas tout à fait comme avant la période Covid. A-t-on les moyens pour les ordonnateurs, pour les comptables, de payer dans les temps? Ce sont des grands problèmes dont s'est saisi le médiateur des entreprises notamment. Et on sait qu'il y a des endroits là aussi, des territoires où ça pose de vraies difficultés. Et donc, je pense que ce sont des thèmes sur lesquels pour certains tu reviendras. Les acheteurs vont devoir s'adapter et réfléchir à des stratégies d'achat qui, alors je ne suis pas exhaustif, j'ai donné quelques items comme ça, mais à vous de les compléter, devront peut-être encore davantage prendre en compte la prévention et la gestion du contentieux, travailler encore sur des clauses de rencontre, travailler encore sur des clauses de règlement amiable, d'intervention de tiers. Ça se réfléchit. Évidemment, le sourcing, la définition des besoins, la rédaction du cahier des charges et des critères de choix. On parlait tout à l'heure des causes légitimes. J'ai travaillé sur beaucoup de contrats où les causes légitimes étaient très mal rédigées et donc très difficiles à appliquer, ce qui est problématique et pour l'acheteur et pour le titulaire. Des réflexions sur l'achat local et circuit court, le Made in France, dans la mesure du possible, dans la légalité. Une conférence, j'en ai parlé, sur laquelle on reviendra à la rentrée au mois de septembre, mais le Made in France va se poser. Ça va d'autant plus que se poser qu'il a été clairement annoncé par le président de la République lors de sa dernière intervention. Donc ça se traduit en termes d'achat. Comment les acheteurs hospitaliers vont pouvoir acheter en mettant en avant le Made in France? C'est pas évident. C'est pas évident. Le développement durable, la protection de l'environnement, très mis en avant par le président également dans son allocution toute récente.
le volet social, la solidarité également. L'innovation, ça me paraît très important de revenir sur l'innovation, de compter sur les PME, les TPE, les startups innovantes. Il y a un vrai tissu local à ce stade. Je vous rappelle qu'il y a une expérimentation en cours qui vous permet d'acheter innovant en dessous de 100 000 euros sans mise en concurrence, donc sans procédure trop lourde et trop contraignante. Peut-être qu'il va être temps de pouvoir s'en servir, notamment dans le secteur de la santé, où l'innovation est très présente. Et bien sûr, ce qu'on appelle le contract management, le suivi de l'exécution des contrats, c'est une partie trop souvent négligée par les acheteurs et leurs prestataires. Et quand on parle des acheteurs, c'est quand même à eux de suivre leur contrat. Certains acheteurs ont pu parfois d'ailleurs découvrir les clauses d'exécution de leur contrat au milieu de la crise. Ça, il y a alors vraiment peut-être recruter, en tout cas sensibiliser les acheteurs sur ce volet d'exécution qui est très important, le suivi du bon déroulement des prestations, la question évidemment des pénalités, des sanctions, des clauses de rencontre, enfin, l'avis du contrat peut-être à prendre davantage en compte. Voilà quelques pistes qui me paraissent être des premières réponses à ces fameux enjeux en termes de risque et de contentieux. Merci Jean-Marc. Alors, je ne vais pas redétailler l'ensemble des points que tu évoquais. Alors, lorsque tu parles d'innovation, je pense qu'il faut élargir le sujet et pas uniquement s'arrêter à l'innovation clinique ou à l'innovation de produits, mais aussi à l'innovation financière. Et c'est clair qu'aujourd'hui, passer de l'investissement à l'usage, passer de l'achat d'un parc informatique à son infogérance, externaliser à un tiers un certain nombre de responsabilités et de risques, c'est aussi en période de crise, s'assurer aussi un certain nombre de moyens disponibles et de prestataires, puisque tout faire, c'est bien, mais le jour où une crise arrive, on est, j'allais dire, parfois seul responsable de son approvisionnement, du fonctionnement de ses serveurs, du fonctionnement de ses systèmes d'information. Et donc, en termes d'innovation, et j'y reviendrai en conclusion, je pense aussi qu'il faut maintenant réfléchir à de nouveaux modèles économiques qui vont progressivement, comme on l'a vu dans le privé ou dans d'autres pays, nous faire passer d'un modèle de la propriété de tout à un modèle d'externalisation et donc d'externalisation du risque et d'externalisation de la responsabilité à un tiers, notamment lorsqu'il faut maintenir des systèmes d'information, lorsqu'il faut assurer la sécurité d'un hôpital ou lorsqu'il faut assurer la disponibilité de consommables, d'équipements médicaux. On a vu les sujets des équipements médicaux pendant la crise, j'allais dire, difficile à se procurer. Et puis tu l'as évoqué, le sourcing, probablement, il est impossible de sourcer correctement en période de crise. J'allais dire, le sourcing consacré par le code de la commande publique est un enjeu majeur. On voit aujourd'hui se développer des solutions sur le marché, mais je crois qu'il faut maintenant que les acheteurs soient convaincus qu'il faut maintenant consacrer 20, 25, 30% de leur temps au sourcing, puisque sourcer en période d'urgence amène, j'allais dire, à faire des choix rapides qui ne sont pas obligatoirement toujours sur des produits totalement d'ailleurs avérés réglementairement. On l'a vu sur le secteur médical. Alors, principaux enseignements et perspectives de cette crise, alors avec beaucoup d'humilité, parce que naturellement, du haut de l'expérience de Jean-Marc ou de la mienne, il ne s'agit ici que de quelques éléments d'analyse qu'il faudra probablement, si besoin, approfondir. Alors, digitalisation, circuit court et plus de réactivité. Cette crise a montré inéluctablement que les acteurs de la santé devaient maintenant travailler sur leurs organisations, sur leurs moyens techniques, sur leur fonctionnement à davantage de scalabilité, de réactivité, la crise ne pouvant pas aujourd'hui, j'allais dire, toujours être résolue par de l'urgence impérieuse ou par le droit. Le premier sujet, c'est la digitalisation. On a vu que les établissements qui étaient opérationnels, les établissements de santé qui étaient à la pointe en matière de systèmes d'information, en matière de dématérialisation des processus et des flux, et pas que de la commande publique, naturellement, qui étaient au point sur la signature électronique, ont mieux fonctionné que d'autres établissements. Et c'est très, très important maintenant de considérer que le système d'information, le parcours digital du patient sont devenus aujourd'hui des enjeux majeurs qu'il va falloir développer et accroître dans le secteur de la santé. La connaissance approfondie des moyens opérationnels. Il n'est plus pensable dans un pays comme le nôtre de s'interroger sur où sont nos pousse-seringues, où sont nos respirateurs de réanimation, où sont nos équipements. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Verso organise la semaine prochaine un webinaire sur la gestion des dispositifs médicaux critiques et l'inventaire. On ne peut plus aujourd'hui continuer à gérer parfois des inventaires en mode tableur. Lorsqu'une crise arrive comme celle-ci, il faut absolument savoir où sont les dispositifs médicaux dans l'hôpital, mais pas que dans l'hôpital, dans le GHT, au niveau régional, voire au niveau national. Nous y reviendrons
dans ce webinaire du 2 juillet prochain. Les données détaillées, bien sûr, où sont les respirateurs, dans quel service, quel est leur modèle, quel est leur âge. Ce sont des sujets importants. Et puis, naturellement, arrêter de penser à l'échelle de l'hôpital. On l'a vu dans le Grand Est, on l'a vu dans d'autres régions. Une crise de cette ampleur se gère à l'échelle du territoire, à l'échelle nationale. Et donc, il va falloir travailler à consolider les données et à les optimiser, à les fiabiliser, non plus à l'échelle de l'hôpital, non plus à l'échelle du GHT, mais probablement à l'échelle de l'ensemble du territoire de santé. Et les agences régionales de santé, dont on parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, sont probablement amenées à travailler ce sujet de la connaissance parfaite au niveau de leur territoire des moyens, tant privés que publics, mis à disposition en cas de crise. Les enjeux en matière d'indépendance économique, nous en parlerons, de souveraineté parfois, nous en parlerons le 17 septembre lors de ce webinaire dédié au Made in France. Repositionner des stocks sur les fournitures critiques. Alors, je pense que tout le monde est convaincu maintenant qu'il faut des masques. Ça paraît évident, mais faut-il encore les conserver et les stocker et les avoir dans des conditions optimisées? Assurer sur le territoire européen ou national la production des DM critiques, ça c'est un point important. On parlera du Made in France le 17 septembre, mais attention, aucune usine ne fonctionne par des commandes liées à une crise. Si demain on veut vraiment avoir en Europe ou en France une vraie capacité industrielle et service opérationnel, il va falloir trouver un moyen pour faire que la commande publique en permanence assure à ses fournisseurs européens ou français un flux de commandes suffisamment important et régulier pour que ces sites de production ou ces prestataires de services, qui peuvent être dans le domaine du digital ou autre, soient assurés d'avoir en permanence suffisamment d'activité pour être présents le jour de la crise. On le sait dans la crise qui vient de nous toucher, j'allais dire, personne ne sait redémarrer une usine, j'allais dire, du jour au lendemain pour une crise. Ça, c'est un enjeu majeur qui doit s'entrevoir probablement à l'échelle européenne et probablement qu'il faut repenser ou retravailler le sujet au niveau des directives européennes dans un sujet de souveraineté européen national. Assurer aux fournisseurs européens et français un flux permanent de commandes est un enjeu majeur qu'il va falloir poser tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue opérationnel. Et puis ensuite, naturellement, passer de la propriété à l'usage. Ça, c'est un sujet sur lequel j'insiste. Aujourd'hui, naturellement, lorsque vous louez des équipements, lorsque vous confiez à un prestataire un maintien en condition opérationnelle d'équipement, ce que fait l'armée d'ailleurs souvent, l'armée a un certain nombre d'équipements qui ne lui appartiennent pas, qui sont maintenus en condition opérationnelle par des tiers et qui sont mis à disposition en cas de conflit, l'hôpital doit peut-être s'en inspirer. J'allais dire, pourquoi ne pas imaginer demain avoir des scanners mobiles disponibles en cas de crise Covid-19, des respirateurs de réanimation maintenus en condition opérationnelle sur les plateformes logistiques et mis à disposition à la demande pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, au lieu d'acheter, j'allais dire, un volume important de respirateurs dont on ignore encore aujourd'hui globalement l'usage qui en sera fait, d'un point de vue d'ailleurs déploiement, mais aussi formation, maintenance dans le temps. Donc voilà, je pense que cette crise ne fait qu'exacerber finalement des sujets qu'on traitait souvent avec la PASP sur l'évolution de l'achat public, l'évolution des pratiques, l'évolution des organisations. Bon, merci messieurs, mais nous allons continuer cette séance avec les réponses à vos questions. Elles sont arrivées, mais je vous invite à continuer de les poser via la fenêtre questions prévue à cet effet, là, à droite de votre écran, et vous pourrez également télécharger les documents que nous mettons à votre disposition, dont les PowerPoint que nous venons de vous passer. Alors, la première question. Le recours aux recommandations de l'UE, surtout celle du 403 sur 2020, alors on précise acquisition des EPI et des dispositifs médicaux, n'influe pas sur les achats et les acquisitions. C'est une belle question qui est pour moi. Merci, merci Jean-Marc. Alors peut-être que notre auditeur nous précisera exactement ce qu'il souhaite, ce qu'il entend par là, puisque pour moi, ce n'est pas obligatoirement tout de suite très clair. Donc je suis preneur d'une précision éventuellement pour répondre à cette question. Donc, on va attendre un petit peu les précisions de cette question. Mais j'en ai une autre. Mais je sais que les questions sont nombreuses, donc nous allons avoir… Est-ce que la situation Covid a modifié le process d'achat des technologies innovantes qui n'ont pas d'équivalent concurrents sur le marché et leur possibilité de bénéficier d'une exemption d'appel d'offres? Alors ça, c'est une question intéressante. Jean-Marc évoquait le décret dit de Noël, de mémoire, hein, le décret du 24, 25, 24 décembre 2018.
qui permettait d'acheter des produits ou des services d'ailleurs innovants dans la limite des 100 000 euros hors taxe. Alors non, le Covid-19 ou cette crise n'a pas d'impact particulier ni sur ce décret ni sur d'autres. Alors elle pose la question, je pense que c'est la question qui est posée par notre interlocuteur, de probablement généraliser peut-être le sujet des 100 000 euros à l'ensemble des achats, qui est un débat dont on a eu vent écouter. Après, le sujet de l'innovation, c'est que vous n'achetez pas de l'innovation en période de crise. L'innovation nécessite, comme tout autre achat, du sourcing, de la réflexion. L'innovation en tant que telle n'a d'intérêt que si on est capable de la déployer et d'accompagner les organisations qui vont l'utiliser de manière opérationnelle. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, non, cette crise n'a pas eu d'impact particulier sur le sujet de l'achat public innovant, si ce n'est peut-être que désormais, il faut s'interroger sur l'existence de solutions innovantes susceptibles, d'un point de vue préventif ou curatif, de permettre de mieux gérer cette typologie de crise, peut-être. Au-delà de ce seuil et cette procédure de moins de 100 000 euros, il y a ce qu'on appelle le partenariat d'innovation qui peut utiliser aujourd'hui, mais qui est intéressant, ce qui peut faire travailler toute la chaîne, de la recherche, développement jusqu'à l'acquisition du produit ou du service. Juste une insiste pour compléter ce que tu disais. Le texte, le code de la commande publique nous dit bien que on recourt au partenariat d'innovation pour acquérir des produits et des services qui n'existent pas ou qui existent peu sur le marché. Ce qui veut dire que ça nécessite une étude préalable. Ça ne fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour cette raison d'ailleurs que non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais évidemment en période de Covid, comme tu le disais, c'est absolument impossible à mettre en œuvre. Oui, puis ça ne se fait jamais en urgence, encore moins lorsqu'il s'agit d'innovation. Alors, une autre question. Pour les startups et leur innovation, n'y a-t-il pas un problème de certification de leurs produits? Alors, derrière ce terme de certification est très vaste. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce webinaire est dédié aux achats hospitaliers, aux achats en santé. Alors naturellement, nous sommes dans un domaine très régi par le marquage CE notamment. Alors même si le règlement du nouveau marquage CE médical a été repoussé d'1 an, je ne sais pas s'il y a… Alors il y a probablement, il faut le dire, un certain nombre d'obligations aujourd'hui pour introduire sur le marché européen et le marché français des produits, notamment des produits médicaux. Je ne peux qu'en tant qu'ingénieur hospitalier, ingénieur biomédical, considérer que ces dispositifs ont du sens, puisqu'ils visent à terme à protéger quand même l'usager, j'allais dire, de ces équipements. Alors ces processus sont complexes, sont longs. D'ailleurs, ils ont été parfois assez discutés pendant cette crise, puisqu'on a quand même vu arriver sur le marché français des équipements médicaux ou des produits de santé dont on pourrait débattre de leur pertinence technologique, clinique, et surtout de leur pérennité, puisque en situation de crise, souvent on importe, on achète des équipements. On a bien vu un petit peu dans l'actualité, voire des choses assez surprenantes. Donc je pense que la certification, les autorisations et les marquages sont des choses qui restent essentielles dans un domaine qui est celui de la santé. On parlait de la réflexion à mener pour acheter innovant. Dans cette réflexion, il y a une partie très importante qui est souvent occultée, trop souvent traitée, rapidement traitée. C'est celle de la propriété intellectuelle des résultats, que ce soit des produits ou des services. Ça se travaille. Qu'est-ce qu'on fait du produit ou du service une fois qu'il a été réalisé, une fois qu'il a été acquis? Comment on l'utilise? Est-ce que la personne publique veut l'acquérir ou non, en toute partie ou non? Tout ça, ça se réfléchit, ce sont des problématiques extrêmement importantes. Alors, une autre question. Nous proposons des services de mise en conformité réglementaire pour les services d'imagerie médicale. Les centres hospitaliers nous demandent régulièrement de pouvoir passer par les centrales d'achat. Est-ce que, selon vous, ce modèle correspond à cette souveraineté des achats publics sur lesquels il faudra être plus vigilant dorénavant? Alors, c'est une question importante. Beaucoup de prestataires de produits ou de services aujourd'hui, naturellement, cherchent à atteindre le secteur de la santé et le secteur hospitalier. Les centrales d'achat ont pris une place aujourd'hui très importante dans le domaine de l'achat hospitalier et vont continuer à prendre une place de plus en plus importante. Donc, il est très important pour les acteurs industriels, mais aussi les prestataires de services, c'est-à-dire naturellement de se rapprocher de ces opérateurs, de se rapprocher de ces centrales et de voir dans quelle mesure les solutions que vous proposez, les solutions qui sont évoquées, sont naturellement de nature à j'allais dire, à répondre aux besoins. Mais clairement, les centrales d'achat vont être elles-mêmes en première ligne, et je le pense dès la rentrée, sur les sujets de politique publique que l'on évoquait tout à l'heure, sur les sujets de circuit court et sur les sujets de Made in France, parce que naturellement, quand vous pesez beaucoup dans l'achat public,
eh bien, vous avez naturellement un poids encore plus important sur l'économie de votre pays, sur les entreprises. Après, ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise française que vous êtes obligatoirement meilleur que d'autres. Faut-il encore, au-delà d'être en France, justifier et démontrer naturellement toute la pertinence et toute l'efficience de la fourniture ou des prestations que vous proposez. Alors, dans la problématique du sourcing qu'on a évoqué tout à l'heure, si vous voulez faire connaître votre solution technique effectivement aux acheteurs, et notamment aux centrales d'achat, il faut les rencontrer. Il faut les convier à venir à des salons professionnels, il faut trouver des endroits neutres, mais vous faire connaître, c'est essentiel, parce que les acheteurs n'ont pas nécessairement une bonne connaissance de tous les domaines dans lesquels ils sont appelés à passer commande. Voilà. Après, ces centrales aujourd'hui n'ont de toute façon, in fine, pas, même si elles ont un point important de monopole, et donc rien n'empêche aujourd'hui les hôpitaux de continuer à acquérir, lorsqu'ils le souhaitent ou lorsqu'ils le pensent justifier, des produits ou des services en dehors de ces opérateurs. Alors, je vais essayer de reprendre la première question, mais je pense qu'on me donne des précisions à nouveau. Donc, je vais essayer de replacer le contexte. Donc, la première partie de la question était le recours aux recommandations de l'UE, surtout celle 403 sur 2020. Alors, acquisition des EPI et des dispositifs médicaux n'influe pas sur des achats et des acquisitions. Alors, on me précise la recommandation 403 sur 2020 relative aux procédures de l'évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace Covid-19. Alors, les exigences réglementaires dans le contexte de la pandémie. Par exemple, on demande un masque FFP2 avec la norme EN 149, mais sur le marché, on ne trouve que des masques N95 certifiés F ou celles NK95 certifiés chinois. À savoir qu'ils ont presque les mêmes caractéristiques techniques. Alors, je perçois mieux la question et merci de l'avoir précisé. Cette crise l'a montré. Il y a eu énormément d'interventions, notamment de la NSM et d'autres, sur la mise en place dite d'équivalence entre des certifications entre zones géographiques, Union européenne, Asie, États-Unis. Et donc, il est vrai qu'il a été possible d'importer sur le territoire européen et français des masques, notamment, mais aussi d'autres équipements qui n'étaient pas obligatoirement aux standards européens, mais dont les caractéristiques permettaient finalement de s'approcher, sans qu'il y ait eu contrôle ou certification, j'allais dire, des standards européens. Ça, c'est toute la difficulté aussi, tout le sujet naturellement de l'équivalence mondiale, j'allais dire, de certification ou autre des produits médicaux. Alors, le sujet des masques, on pourrait en parler pendant des heures, puisque naturellement, il y a eu énormément de sujets autour de cette norme, de l'EN 14683, lorsque l'on parle des masques chirurgicaux. Après, je crois que l'Europe, la question, c'est pas, je pense demain, c'est pas que l'Europe, j'allais dire, cherche à, en tout cas, créer des équivalences, mais bien que l'Europe se mette en situation de produire sur son territoire les volumes de masques conformes aux exigences et disponibles aux meilleures conditions économiques pour l'ensemble de ses citoyens, et non pas, j'allais dire, de chercher en permanence des équivalences avec des masques autres, chinois ou américains. Voilà, je pense que le sujet n'est pas un sujet de droit, mais là, bien un sujet de souveraineté européenne en matière de dispositifs médicaux. Alors, j'ai une précision complémentaire à cette question. Est-ce qu'on a besoin des directives des marchés publics dédiées pour le secteur de la santé? Alors, directive marché public, est-ce qu'on a besoin du droit peut-être, alors de la commande publique pour les achats en santé? Alors, c'est le grand débat, faut-il abolir l'ensemble des obligations liées au code de la commande publique? J'allais dire, la crise nous en a fait une démonstration intéressante, puisque pendant quand même plusieurs semaines, l'urgence impérieuse a permis de s'affranchir de toute obligation de publicité et de mise en concurrence. Faut-il en déduire que les achats ont été plus efficients? D'un point de vue technique ou économique, on peut en débattre. Je ne suis pas sûr que les sociétés qui ont été choisies en première intention sont toujours les meilleures d'un point de vue économique, d'un point de vue technique. Donc, je crois beaucoup, j'allais dire, à l'intérêt du droit de la commande publique. Je pense que le droit aujourd'hui est suffisamment stabilisé et ouvert pour permettre un achat efficient. La question n'est probablement plus dans le droit, mais probablement davantage dans les organisations et les pratiques achats. Oui, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur… Il y aura des adaptations, des modifications, on l'a vu avec les ordonnances, mais le socle est là.
Et il offre déjà beaucoup de perspectives et d'outils. Tu as parlé de l'urgence impérieuse. Il y a aussi l'outil de la négociation qui est peu utilisé, mais qui est un vrai outil aujourd'hui bien pour sûr. les achats non récurrents et qui peut te permettre de trouver des solutions de rencontre entre l'offre et la demande, entre une offre et une demande qui s'ignorent. D'ailleurs, le système d'acquisition dynamique, d'ailleurs, Très peu utilisé aussi. le GAP se positionne sur ce sujet, d'ailleurs, est une procédure peu utilisée et pourtant qui, en période de crise, s'est avéré pour ceux qui l'avaient utilisé dans le domaine des constructions. Je pense que Tout le monde le dit, là? Non, c'est con. Le son est revenu, vous voyez, alors Le mur du nous ne son. pouvions pas mieux choisir qu'une thématique dédiée à la crise quand même. On repose peut-être. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire, nous sommes aidés aujourd'hui par ce contexte. Alors, GME pour… plusieurs GME. Est-ce qu'une même startup peut répondre à plusieurs GME, plusieurs groupements momentanés d'une entreprise? Ça veut dire c'est ça. Bah, aujourd'hui, clairement, rien n'empêche, donc là on ne parle pas des acheteurs, mais bien de ceux qui répondent, des entreprises. Aujourd'hui, lorsque on a un groupement momentané d'entreprises, ça a une réponse en groupement, on a un mandataire et un certain nombre de co-traitants. Rien n'interdit dans le droit, j'allais dire avant, qu'une société se positionne différemment. Le seul sujet, il est probablement, ça Jean-Marc, peut-être peux-tu nous éclairer, sur le fait que sur une même procédure de marché public, une start-up se positionne avec plusieurs distributeurs mandataires avec la même offre dans le même appel d'offres. Je pense que c'est ça la question qui est posée. En règle générale, l'acheteur le proscrit. Oui. Si ce n'est pas le cas, c'est pas interdit, effectivement, c'est faisable. Mais en règle générale, l'acheteur précise qu'une même entreprise ne peut pas faire partie de plusieurs groupements sur plusieurs groupements, ou alors, par exemple, plusieurs mandataires ne peuvent pas faire partie du même groupe, d'entreprises, par exemple. C'est logique. C'est logique. Voilà, on me dit qu'il y a encore une ou deux questions qui arrivent, Bien mais sûr. en attendant que les questions nous parviennent, je vais insister pour le 17 septembre sur le retour en force ou l'arrivée en force, je ne sais pas comment on peut le présenter, du Made in France dans l'achat public. Je pense que c'est important parce qu'on va retrouver aussi Sébastien Topiac et Jean-Marc Pérical. Je pense que… Et même avec du son. Avec du son. Je pense qu'Arnaud Montebourg va être content qu'on fasse cette web probablement que notre ancien ministre du redressement productif sera attaché à déjà assister, on l'espère, mais et il est vrai qu'on évoquera le Made in France. Alors j'insiste beaucoup sur le fait que le Made in France ne doit pas s'entrevoir uniquement au niveau du produit, mais également au niveau du service. Aujourd'hui, on le sait, des prestataires de services, des prestataires informatiques, des prestataires en hébergement de données, il y a eu aussi une importance qu'on pense souvent industrielle au produit qui est fabriqué en France, mais aujourd'hui, il faut aussi interroger le Made in France sur le sujet de la prestation, et c'est aussi un sujet naturellement que je connais et que j'évoque en ayant intégré une entreprise, Verso Healthcare 100% française. Alors, c'est vrai que vous pouvez vous inscrire dès à présent. Vous avez le lien sur les PowerPoint et Slack que nous avons donné. On va parler d'innovation. Alors, mais on va en parler aussi de l'innovation sur notre prochaine session d'études, la 187e, qui aura lieu les 12 et 13 octobre. Alors, cette session, il faut le dire, il faut l'avouer, on l'a reportée 4 fois, mais c'est la crise sanitaire. Colloque en présentiel. Oui. Alors, dans un grand auditorium, il y aurait de la place pour mettre une personne sur deux. C'est l'auditorium de la Brède, qui est de la Rapée. Donc, vous pourrez être là. Et j'assiste, je dis que cette session, nos sessions d'études concernent les acheteurs publics, bien entendu, les juristes, mais aussi les entreprises et les PME. Et on aura des startups qui viendront présenter, non pas l'innovation proprement dit, mais les solutions pour l'achat public. Et je pense que c'est un terme important, les solutions. Et les startups, elles sont vraiment très bien. Et des startups qui viendront témoigner aussi de leurs difficultés, parfois de leur traversée du désert dans l'accès à la commande publique. Et puis, on parlera aussi de quelque chose qui a atteint beaucoup les collectivités, mais les centres hospitaliers aussi, c'est la cybersécurité. Parce que durant le Covid-19, je pense que des établissements ont peiné et ont subi
des attaques. Et donc, on en parlera. Et puis, Bien on sûr. aura Guillaume Delalloy qui nous parlera des CCAG, on va dire leur harmonisation, hein, et puis les nouveautés. Donc, c'est important pour la suite. Donc, retenez cette date, 12 et 13 octobre. Vous avez le bulletin d'inscription et le programme qui est joint. Vous pouvez le télécharger. Donc, j'attends ma question qui arrive incessamment. Mais alors, je pense que je vais peut-être pouvoir avoir cette question. Sinon, Sébastien, parle-nous de ta webconférence du 2 Oui, juillet. alors en effet, Verso Healthcare organise donc Verso et sa filiale Value Medical, donc là nous sommes en plein dans le secteur de la santé, organise le 2 juillet prochain à partir de 14 h une webconférence ou webinar dédié à la gestion des dispositifs médicaux critiques, un enjeu majeur révélé par la crise. Et donc j'interviendrai notamment avec Guy Viriat, qui est directeur général de Value Medical, pour naturellement évoquer les enjeux majeurs en matière d'audit, d'inventaire du parc des équipements dans les hôpitaux, où sont mes respirateurs, où sont mes pousse-seringues, où sont mes échographes, et voir comment naturellement un acteur comme Verso peut accompagner les services biomédicaux et les hôpitaux dans l'optimisation de la gestion de leur parc. On évoquera également l'ensemble des enjeux de location courte durée, moyenne durée, qui sont des sujets nouveaux qui apparaissent au regard de cette crise. Faut-il encore être propriétaire d'un dispositif médical? Ne faut-il pas mieux le louer et pouvoir en louer davantage en cas de crise? Ça, c'est un enjeu aussi que nous évoquerons donc la semaine prochaine avec Value Medical au nom de Verso. Et donc, nous vous invitons à vous inscrire nombreux à ce webinaire. Le lien d'inscription sera présent naturellement dans le support. Oui, et tu pourras peut-être envoyer le lien directement. Oui, j'enverrai aussi le lien à l'ensemble des participants aujourd'hui présents. Voilà. Alors, cette question pour M. Topia. Ah, très bien. Sur les prospectus commerciaux, on peut trouver UGAP. À quoi cela correspond-il? Caractéristiques techniques, performance ou autre? C'est-à-dire un équipement, qu'est-ce qu'une référence UGAP? C'est donné par rapport à quoi? Oula, c'est une question un petit peu compliquée. Je n'aperçois pas toute la. Les prospectus commerciaux. Alors, l'UGAP, naturellement, en tant que centrale d'achat, naturellement communique sur l'ensemble des produits et services qui sont référencés au sein de la centrale, au travers du web, au travers de print. Et donc, le logo UGAP, naturellement, apparaît sur l'ensemble des communications des fournisseurs ou de la centrale lorsqu'il s'agit, ou des partenaires, ou des fournisseurs référencés ou disposant d'un contrat l'UGAP. Voilà, mais ça, c'est quelque chose de normal et en tout cas d'habituel. Donc, je ne sais pas sur quel point je devais peut-être apporter une précision. Alors, j'ai peut-être une autre question. Quel est le rôle des centrales d'achat privées dans cette pandémie? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de centrales d'achat publiques. Naturellement, le secteur privé aujourd'hui a aussi mis en place un certain nombre de centrales d'achat privées dans le domaine de la santé. Elles ont un rôle aussi important puisque naturellement, elles approvisionnent leurs adhérents ou l'ensemble des structures privées qui y recourent. Donc, et je crois qu'il faudra s'interroger à terme d'ailleurs sur une plus grande collaboration entre centrales d'achat publiques et centrales d'achat privées, au même titre que d'ailleurs il y aurait pu y avoir collaboration entre des centrales d'achat hospitalières et des centrales d'achat territoriales, régionales ou départementales, dans par exemple la recherche d'équipements de protection individuelle ou dans l'achat. Je pense qu'on a encore un achat public très segmenté, État, collectivités territoriales, secteur de la santé, et que si cette crise doit avoir du bon, elle doit conduire l'ensemble des acteurs à davantage se mettre autour de la table dans un intérêt commun. Bon, bien écoutez, je pense qu'on va mettre fin aux questions, mais avant, si vous voulez devenir adhérent, n'hésitez pas, vous avez le formulaire d'adhésion. C'est avec plaisir que nous vous accueillons chez nous, à la PASP. Et puis, oui, la PASP est une association de la 1901 qui a subi aussi la crise, donc on compte sur votre soutien. Eh bien, on va conclure cette webconférence en vous disant merci. Merci. Sébastien, merci Jean-Marc, et merci à vous tous d'avoir eu votre patience, surtout au début avec notre problème technique. À très bientôt et au 17 septembre, mais aussi avec Sébastien le 2 juillet. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir.